Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons parler des derniers exercices militaires de Chine, de la République populaire de Chine, qui visaient à nouveau à encercler, intimider Taïwan. Alors on va parler de ces exercices militaires tout en ayant un angle un peu différent d'approche, en essayant un peu vers la fin de centrer sur un peu le soft power. C'est-à-dire de centrer comment en fait ces exercices militaires sont à la fois certes des manières de préparer l'invasion possible, potentielle, future, probable, on va en discuter aussi, mais aussi une manière en fait de promouvoir un discours. Et en fait, il y a un aspect cinétique, cinématique, de propagande visuelle qui vise en fait un effet aussi, voire plus important que la manœuvre militaire elle-même. En fait, ça se joue à ces deux fronts. Alors, on va revenir un peu sur ça. Donc, on rappelle que le 2 avril 2025, donc la semaine dernière, l'armée chinoise a conclu 2 jours de manœuvres militaires autour de Taïwan. Ces manœuvres militaires, pendant au moment où ils se sont produits, n'ont pas eu de nom. Le nom est apparu après. Le nom qui a été donné à ces exercices militaires, c'est Tonnerre dans le détroit 2025A. S'il y a tonnerre dans le détroit 2025A, on peut déjà être sûr qu'il y aura un tonnerre dans le détroit 2025B. Et apparemment, en ce moment, la Chine fait en fait ces exercices militaires. Il y a eu en fait déjà, on se rappelle l'année dernière, des exercices militaires. Elle est faite en fait à 2 moments de l'année, printemps et automne, qui sont 2 moments de fenêtres en fait d'ouverture possible pour une invasion de Taïwan, étant donné que celle-ci est assez complexe pour tout un ensemble de raisons, notamment climatiques, météorologiques, ou à d'autres périodes, la présence et la possibilité de typhons qui rendraient impossible une invasion amphibie est plus importante. Donc ça, il y a 2 fenêtres là, dans quelques jours, quelques mois, au printemps et en automne, où il y a une fenêtre pour ces exercices qui préparent une invasion. Donc, cette année, c'était donc le 2 avril, l'armée chinoise, 2 jours d'exercice. Ces exercices, ils étaient extrêmement, encore une fois, développés, forces navales, aériennes, terrestres, ça a été, en fait, on va dire, ça a été affirmé par le théâtre, ce qu'on appelle le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération, donc armée populaire de libération APL en français, PLA en anglais. Et donc c'est en fait ce théâtre oriental de l'armée populaire de libération, c'est lui qui est en charge en fait de cet exercice, de cette projection vers Taïwan et par là même aussi le Japon et les Philippines. OK. Donc, selon le porte-parole du commandement du Théâtre oriental de l'armée populaire de libération, ces exercices constituaient, donc je cite, un avertissement sévère contre l'indépendance de Taïwan. Ces exercices étaient exercices à tir réel. Et ça aussi, c'est une forme d'escalade. Donc, exercices à tir réel à longue portée. Et elles étaient présentées comme des représailles contre un président séparatiste, donc Lai Ching-de, William Lai. Et alors en fait que les positions, la position taïwanaise sur les relations interdétroites n'a pas véritablement changé depuis le début de la présidente Tsai Ing-wen. Donc il y a en fait il y a toujours pour la Chine la nécessité de trouver un prétexte dans ce qu'aura dit, ce qu'aura dit plus que fait le président taïwanais. Comme une sorte de prétexte pour dire vous avez dit ça, en représailles, on va faire ces exercices militaires, alors qu'en réalité, ces exercices militaires on sait aujourd'hui, n'ont plus besoin, en fait, de justification. C'est juste pour se donner bonne conscience, et aussi, bien entendu, pour faire pression sur le public taïwanais, qu'on dit que c'est en représailles.
Et ça peut marcher, ça, on pourra aussi en discuter. Ces tirs réels, à tir réel, ces exercices à tir réel, ça représente une nouvelle escalade dans ces exercices militaires. Et après avoir annoncé que les forces armées chinoises allaient resserrer l'étau autour de l'île depuis plusieurs directions, donc l'idée, là aussi je cite, c'était de simuler l'assaut de cibles militaires et terrestres et pour créer en fait un blocus de zones et voies maritimes clés, tout en affirmant qu'il s'agissait d'une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine. Donc, encore une fois, là, on a le narratif. Le narratif, c'est la souveraineté et l'unité nationale de la Chine qui serait nécessaire à protéger, puisque donc Taïwan irait contre cette souveraineté. L'existence de Taïwan, en fait, menace la souveraineté de la Chine. Et donc, l'action est légitime et nécessaire. Donc, cette action d'intimidation, cette action militaire, cette action dans des eaux internationales, tout ça c'est annoncé comme légitime et nécessaire. Et là, dans cette phraséologie, il y a quelque chose d'intéressant. C'est d'une part que, en réalité, en fait, la Chine est déjà parfaitement souveraine dans ses frontières réelles. La Chine a toute la mainmise et tout le pouvoir d'exercer sa politique, souvent dans le déni du droit humain et à la libre expression religieuse et civique, comme on le voit au Tibet, au Xinjiang, à Hong Kong. Donc Taïwan en tant que tel n'empêche pas la pleine souveraineté de s'exercer, mais c'est parce que la Chine veut toujours imaginer que Taïwan fait une partie inaliénable de son territoire, qu'elle estime que son existence nuit à cette unité nationale. Et aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est la notion de légitime et nécessaire. C'est-à-dire que mettre en rapport ces deux notions, légitime et nécessaire, c'est en fait créer une confusion entre les catégories militaires et juridiques, entre la sphère du pouvoir politique et celle du droit moral. C'est parce on pense que si c'est légitime, donc c'est nécessaire, plus exactement, que tout ce qui est nécessaire est légitime. Tout ce qui est nécessaire pour la Chine est légitime en soi. Et ça, c'est exactement cette idée-là, c'est cette confusion du moral et du politique qui est en fait au cœur de l'idéologie autocratique du Parti chinois. Donc c'est important d'analyser ces discours. Du moins, on va avoir ensuite, dans un deuxième podcast, l'aspect soft power. Donc mardi de cette semaine-là, donc la semaine dernière, le bureau d'état-major interarmée japonais, qui a analysé les événements, a indiqué en fait que le groupe aéronaval du Shandong, c'est-à-dire c'est le porte-avions CNS Shandong, le croiseur CNS Xianyang, le destroyer CNC Zhangjiang et la frégate CNC Hengshui, et de participer aux exercices. Et selon le ministre de la Défense nationale de Taïwan, entre 6h du matin mardi et 6h du matin mercredi, il y a eu 76 avions de l'APL, 15 navires de la marine chinoise, donc de la PLAN, et 4 navires officiels qui ont été détectés opérant autour de Taïwan, avec 37 sorties traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan, et pénétrant aussi dans la zone d'identification de défense aérienne à 10 du nord, du centre, du sud-ouest et de l'est de Taïwan. Donc on voit que la Chine, en fait, depuis 2020, la présence de la Chine, l'exercice militaire et le nombre de fois où la Chine a croisé à la fois la ligne médiane et pénétré dans la 10, ça a été multiplié par 3 en 4 ans. Donc une pression accrue qui est vraiment réelle. Donc ça, c'est ce qu'il faut voir. Et le ministère taïwanais a aussi publié une vidéo montrant, parce que là aussi ça se joue au niveau du narratif, on reviendra sur ça sur la Chine, montrant des navires de la marine de la République de Chine qui surveillaient des navires de la PLAN, et on y voit par exemple la frégate Rock de la marine taïwanaise Panchao, qui lance un avertissement au destroyer chinois Guilin, la frégate Fengjiao, qui aussi surveille la frégate CNC Wenzhou, la frégate Fenyang, qui surveille le destroyer Fuzhou, etc. Donc on voit ici, du point de vue taïwanais, aussi une volonté de projeter en fait non pas une impression de force, mais une impression de sécurité, en montrant que malgré tout, malgré cet aspect massif
de la présidence chinoise, parce que justement c'est ça. On va y revenir encore, mais c'est ça l'idée en fait de ces exercices, c'est de montrer que la Chine est présente, que la Chine peut encercler Taïwan, que la Chine peut frapper Taïwan à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Et en fait, c'est pas exactement vrai pour tout l'ensemble de raisons, notamment les raisons climatiques et le fait que en fait voilà, donc vu que Taïwan est séparé de la Chine par le détroit de Taïwan, ça crée une sorte de barrière naturelle, et ensuite quand on arrive à Taïwan, la barrière aussi des montagnes centrales, etc. Mais donc la Chine veut projeter cette image, et donc Taïwan est aussi obligé de projeter une image de sécurité. Et donc de ce point de vue, le ministre de la Défense taïwanais a dit, peu importe les efforts de l'APL pour masquer ces actions sous ces étiquettes exagérées, elles ne peuvent justifier le caractère intrinsèquement provocateur de cet exercice. Effectivement, il y a provocation. Taïwan ne répond pas à la provocation, mais essaye de la repousser. Et comme l'a dit donc le bureau présidentiel de Taïwan, les provocations militaires flagrantes de la Chine menacent la paix dans le détroit de Taïwan. Non seulement elles menacent la paix dans le détroit de Taïwan, mais en plus elles compromettent la sécurité de toute la région, comme en témoignent les exercices menés près de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Corée, des Philippines et de la mer de Chine méridionale. Donc si c'est intéressant la réponse du ministère de la Défense taïwanais, qui en fait essaye d'intégrer Taïwan, la situation de Taïwan, dans en fait un réseau plus vaste de préoccupations, et en fait de faire de Taïwan, comme l'a dit la gouvernance, le principal troublemaker of peace, le principal fauteur de troubles de la paix dans l'Indo-Pacifique et dans cette région de l'Asie, en mettant l'exercice de Taïwan en parallèle et en commun, en facteur commun, avec ceux qui se produisent, que fait aussi la Chine, donc en Australie, au Japon et en Philippines. Donc ça, c'est une manière intéressante et assez intelligente de, en fait, montrer que la défense de Taïwan concerne aussi tout le monde. Ça, c'est un point important. Alors, on va finir cette analyse sur ça en finissant sur le fait que sans doute ces exercices aussi sont liés à la première visite en Asie du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, qui, lors de son voyage, en fait, aux Philippines, a voulu réaffirmer que les États-Unis seraient là pour les Philippines. On l'a dit la dernière fois, et afin de rétablir la dissuasion face à l'agression chinoise. C'était important malgré tout pour les États-Unis, même si la motivation aujourd'hui des États-Unis, on pense que c'est plus forcément la première Chine, ce qu'on appelle la première chaîne d'île, mais la deuxième chaîne d'île. Mais c'est cette présence aux Philippines, le fait de dire qu'il y a la volonté de dissuader toute agression militaire. Tout ça, c'est à la fois cause et conséquence de ces exercices militaires chinois et en même temps de leur relative précaution. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.